Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Nouvelle semaine, nouvelles histoires, nouvelles aventures avec ces Africains de la diaspora qui brillent en Europe, mais aussi sur le continent africain. Les Africains de passage à Paris, dans le cadre de leurs différentes activités, ils viennent nous raconter leurs histoires, leurs inspirations. Ils nous parlent donc de leurs actions, de leurs actualités. Nous allons tout de suite parler d'un événement, un gala de solidarité. C'est le gala annuel de l'association Actum, dont le président nous rejoint. Nous accueillons Monsieur Kane Oumar, président de l'association Actum, donc, qui organise son gala de solidarité annuel, donc, ce 8 novembre à Courbevoie, avec comme invité vedette le grand Baba Mal. De nombreuses personnalités seront présentes lors de cet événement. De nombreux temps forts, expositions, vente de produits de l'association des femmes de Tekane en Mauritanie. C'est d'ailleurs le village dont est originaire notre invité. Il nous rejoint donc pour nous parler un petit peu de toutes ces belles actions. Alors merci de nous rejoindre, Monsieur Oumar Kane. Comment vous allez? Très bien, ça va. Je suis très très content d'être là. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes le président de l'association Actum qui organise donc son gala de solidarité annuel samedi 8 novembre 2025. On va d'abord raconter votre histoire, votre parcours. On va raconter également cette association que vous avez fondée en 2002, Actum, association contre la tuberculose et les maladies endémiques, qui œuvre dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine humanitaire, développement économique et social, à travers de nombreuses actions dont nous allons parler dans un instant. Alors, racontez-nous un peu la genèse. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer, à fonder cette association Actum? Je sais que ça vient de votre histoire personnelle. Vous nous racontez? Ouais, c'est une très belle histoire. Donc, ça part d'un combat personnel, comme on dit. J'étais malade, atteint de cette maladie. Donc, après avoir... La tuberculose? J'étais malade, j'avais la tuberculose. Donc, c'est pourquoi j'ai créé cette association. Donc, vous avez bien compris, ça part d'un combat personnel à une aventure humaine qui englobe une aventure collective surtout. Alors, le monde associatif que vous connaissez déjà, hein, puisque vous êtes né, vous avez grandi en Mauritanie, justement, dans ce village du sud de la Mauritanie, Tekane, et vous avez grandi, élevé dans les valeurs du partage et de la solidarité. Et vous rejoignez une première association, l'association Dental, en tant que trésorier. Ça s'est passé en Mauritanie. C'est un peu là qu'est né, en fait, votre on va dire, amour, en tout cas votre passion pour l'aide, l'entraide et le partage et la solidarité? C'est exactement ça. C'est une éducation de Tekane, comme on dit. Donc là, étant très petit, donc on est vraiment très baigné dans tout ce qui est solidarité et l'entraide. Ouais. C'est ce qui est important. C'est la base de tout, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a pratiquement, dès très jeunes, on est très engagé pour vraiment aider les autres. C'est dans ce cadre, c'est une suite logique, hein, de la Mauritanie en France, partout où on est. Là, on parle de cet acquis qu'on a de Tekane. Alors, vous nous parlez un peu de l'association Dental dans laquelle vous étiez trésorier? Oui, l'association Dental, en cas, tout Mauritanien ou tout Tekanois connaît Dental. Dental, c'est des jeunes vraiment très motivés et très, très, très créatifs, comme on dit. Ouais. Et là, c'est depuis à Tekane, à Nouakchott, on était même à Nouakchott. Pour l'anecdote, par exemple, Baba Mal, on l'avait invité à Nouakchott en 1991, oui. Donc après les événements entre la Mauritanie et le Sénégal. Ça s'est très, très, très bien passé. Ça commence par là, quoi. Non. Alors, ça commence là. Vous arrivez ensuite en France. Vous le disiez tout à l'heure, vous tombez malade, donc atteint de tuberculose. Alors, aujourd'hui, cette association œuvre contre cette maladie, la tuberculose, mais aussi d'autres maladies endémiques. Vous pouvez nous dire en gros qu'est-ce que la tuberculose pour que les personnes qui nous regardent aujourd'hui puissent comprendre?
C'est très, très important, effectivement, parce que là, il faut quand même connaître la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie respiratoire Oui. qui est contagieuse. Très contagieuse. Très contagieuse. Il y a deux formes de tuberculose. Il y a la tuberculose osseuse Ouais. ou la tuberculose pulmonaire. C'est la tuberculose pulmonaire qui est contagieuse. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça, quand même, c'est un combat et pratiquement, les gens ne connaissent pas que les séquelles de cette maladie et comment le faire même pour se soigner. C'est très facile, ça je vous le dis, parce que ça part d'une expérience personnelle. Oui. Une fois qu'on a décelé la maladie, et là, le conseil qu'il faut tout simplement, c'est de suivre le traitement à terme. Ouais. Il n'y a que ça. Et le traitement à terme, c'est très long. Donc, ça prend 6 mois. Les 6 mois, il faut prendre tous les jours les médicaments. Là, c'est vraiment une condition sine qua non pour guérir. Donc, une fois qu'on est docile, on prend à terme vraiment le traitement. Là, je vous dis que moi qui vous parle, c'est l'exemple type, quoi, comme on dit, quoi. Alors, c'est une maladie qui est connue ici en France, en Europe, qui est très... lorsque l'on est malade de la tuberculose, c'est très encadré, puisqu'on doit éviter d'être en contact avec d'autres personnes. Il y a des études qui sont faites également pour savoir quelles sont les personnes contacts, etc. Est-ce que c'est le cas du côté de l'Afrique? Est-ce que c'est une maladie qui est connue de nos populations, et notamment en Mauritanie? C'est une maladie qui n'est pas du tout connue. Et aussi, c'est une maladie honteuse, comme on dit. Et les gens, des fois, c'est ça qui fait les ravages. Parce qu'effectivement, même si tu sais que tu l'as, tu ne peux pas dire que tu as la tuberculose, c'est ça. C'est tout ça. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Parce que c'est des maladies très graves et une personne atteinte peut contaminer toute une famille, tout un village. Donc, c'est quand même important qu'une fois qu'on a le doute, on essaye de s'approcher les structures compétentes pour ça. En Mauritanie ou en Afrique, comme on dit, parce qu'effectivement, encore, tellement la maladie, le traitement coûte cher, Oui. il y a un programme de l'OMS, programme DOT. Oui. Et le traitement est gratuit dans les pays en développement. Ici, ce n'est pas gratuit, mais dans les pays en développement, c'est ça qu'il faut savoir mettre en avant aussi. Donc, c'est très important. Ce n'est pas une maladie honteuse, c'est surtout préserver la famille, l'environnement. Et quand on est malade, il faut se soigner. Alors pourquoi, selon vous, est-ce une maladie qui entoure tous ces tabous et toutes ces idées reçues? Et pourquoi c'est une maladie de la honte, comme vous venez de le dire? Une maladie de la honte, on dit que des fois, la tuberculose, c'est une maladie des pauvres. Ouais. Même en Europe, en Asie, c'est pareil. Avant, c'est pour ça qu'on en avait... En Europe, par exemple, on avait des scénarios qu'on mettait en place pour soigner et que les gens atteignent de cette maladie. En Afrique, on n'a pas ce moyen. Et encore, là-bas, c'est que les gens vivent tous ensemble. Ouais. C'est surtout ça. Une personne atteinte peut pratiquement contaminer tout le village. Donc, c'est ça qu'il faut aussi... Il y a les moyens derrière aussi, quoi. Alors, quand vous parlez d'autres maladies, une maladie endémique, qu'est-ce que c'est, une maladie endémique? Oui, une maladie endémique, par exemple, en Mauritanie, que je connais très bien, on dit que c'est des maladies qui sont toujours là, présentes. Ouais. C'est le paludisme, par exemple. D'accord. Le paludisme tue beaucoup de personnes, parce que s'il pleut aussi, il y a... le moustique vecteur qui est là. Donc aussi, c'est quand même important aussi de voir pas seulement la tuberculose et d'autres maladies qui sont toujours là. Et le palu plus la bilharziose aussi, qui fait aussi des ravages. Alors, Actum a commencé ses actions en France, notamment dans d'autres villes que la région parisienne, il me semble, du côté de Bordeaux. Bordeaux, c'est... Ouais. Bordeaux, c'était... L'histoire commence à Bordeaux. Donc, en ce moment, j'étais étudiant. Ouais. C'est en ce moment que... Là, j'ai eu cette maladie. Ouais. Et en ce moment, j'étais étudiant. Et là, c'est pour ça que même le but de l'association, l'information auprès des étudiants et des migrants. Ouais. C'est ce qu'on a commencé à Bordeaux.
Et là, on est installé aussi à Courbevoie, Oui. à Rennes, Le Havre et à Toulon. Et à Pornichet aussi. Ensuite, en 2009, vous investissez la Mauritanie et notamment le village de Tékane. Pourquoi c'était important que vos actions puissent également avoir lieu à Tékane? Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi. Ouais. Je sais que aussi on pouvait bien sûr aller ailleurs, mais là c'est que aussi il faut connaître la zone d'intervention. Donc là, il faut vraiment s'aimer la graine, comme on dit, quoi. Et c'est un arbre aussi. Et après, bien sûr, avec les branches, donc on peut aller au Sénégal, en Mauritanie, non, au Mali, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment maîtriser le thème, comme on dit, quoi. Le terrain. Le terrain. Et une fois qu'on essaie de mettre des réalisations en place et essayer d'élargir l'action. C'est exactement ce qu'on fait. Et donc, depuis 2002, Actum diffuse les connaissances pour vaincre la maladie, donc la prévention, les maladies endémiques, et mobilise aussi sur le terrain des médecins, des institutions, des mécènes pour faciliter l'accès aux soins des plus démunis, de nombreuses actions, des caravanes de la santé. Et entre 2013 et 2018, c'est assez considérable, 17 000 consultations ont eu lieu. Ouais. Je tiens à remercier les partenaires, parce que sans eux, que là, on ne pourrait pas du tout que se congratuler et dire vraiment qu'on a fait ça, quoi. Mais il y a toujours derrière des gens, c'est vraiment collectif. Ouais. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une association, c'est un collectif d'associations qui le fait. Donc, et là, c'est que l'histoire est vraiment très, très belle. Ça mobilise tout le monde, toutes les bonnes volontés sont là. Et une fois qu'ils sont, bien sûr, il faut quand même essayer de les convaincre. Une fois qu'ils sont convaincus, ils sont toujours là. Et là, c'est que l'histoire, là, sur place, on parle des caravanes de santé, oui. Les caravanes de santé, d'habitude, on amène des médecins d'ici en Afrique. Oui. Non. Là, depuis au début qu'on a commencé, on s'est dit qu'on a tout ce qu'il faut sur place. Ouais. Des médecins sont là. Maintenant, il manque les moyens. C'est surtout là, maintenant, nous, on cherche les moyens pour acheter les médicaments, pour les prendre en charge pendant un week-end. Les caravanes, ça se passe comme ça. Et aussi, ce n'est pas seulement faire des caravanes pour faire des caravanes, Ouais. c'est dans un cadre d'un programme qu'on avait lancé. Ouais. Le premier programme en Mauritanie qu'on avait lancé, c'est le programme des tuberculeux perdus de vue. Et il y avait un volet information et sensibilisation, c'est dans ce cadre que les caravanes rentraient. D'accord. Perdu de vue, c'est pour qu'il puisse y avoir un suivi de ces personnes, en fait. C'est ça, au début, je vous ai parlé, c'est une maladie honteuse. Ouais. Et aussi que le traitement est très long. C'est dans ce cadre maintenant, avec ce programme qu'on a lancé en 2009 en Mauritanie, le programme des tubercules perdus de vie. Perdus de vie, pourquoi? C'est des gens qui sont atteints de cette maladie et là, ils restent chez eux. C'est pour ça que ce programme, pendant 5 ans, donc on a formé des agents communautaires. Ouais. Et une fois qu'on trouve quelqu'un qui est malade, parce qu'on se disait même que la zone d'intervention, il n'y avait même pas de tuberculeux. Et en une année, on a déjà décelé à peu près 12 cas. Les 12 cas, c'est pour ça qu'on a formé des agents communautaires qui sont sur place et qui accompagnent ces malades. Alors, je suppose que ça demande de la médiation, d'aller s'asseoir dans les familles, discuter, essayer de convaincre ces personnes de revenir vers le soin. Exactement. Aussi, c'est sous forme de manque d'information aussi. Ouais. Donc là, déjà, on a les outils pour informer les gens. Parce que la première chose, c'est qu'il y a certains qui se disent qu'ils ne vont pas aller se traiter parce qu'ils n'ont pas de quoi payer l'ordonnance. Ouais. Là, nous, on peut dire que là, on va prendre en charge l'ordonnance. Et éventuellement, l'accompagnement. Si vous avez vraiment besoin, nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Ouais. L'exemple, par exemple, celui qui atteint de la tuberculose, le centre de diagnostic est à Rosso, à 60 km de Tékane. Ouais. Il faut payer le transport, il faut aller sur place aussi. Là, ça demande des coûts. Donc, on prend tout en charge.
Et l'agent communautaire formé, c'est lui-même qui prend en charge la personne du début jusqu'à la fin de son traitement. Alors, caravane de santé, donc on vient d'en parler. C'est aussi donc pharmacie communautaire et centre de santé de Técan, un centre de santé que vous avez réussi à mettre en place, Ouais. qui est opérationnel aujourd'hui. Opérationnel. Opérationnel, je peux dire, mais l'inauguration officielle n'a pas encore été faite. D'accord. Et je vous expliquerai pourquoi opérationnel. OK. Et en parlant de... Là, c'est une suite vraiment logique. Oui. Là, on a mis en place ce programme. À la fin de ce programme, on s'est posé la question, le bilan global, soit disant qu'il faut quand même nous dire pourquoi ce projet, le programme, et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment améliorer. Là, c'est qu'on s'est dit que pratiquement tout le monde, les caravanes de santé, pendant 6 ans qu'on organise, on reçoit les mêmes personnes. Et la question qui se pose, pourquoi les mêmes personnes? Ils se disent que là, c'est que parce que les médicaments, c'est gratuit, les caravanes de santé. Et à la fin, bien sûr, pas seulement les caravanes. Et là, si on décèle un cas bien précis, par exemple, on suit la personne. Par exemple, on a amené quelqu'un de la Mauritanie pour venir ici, qui était malade. Et il va même venir témoigner lors de l'événement. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un cas vraiment précis. Et on a aussi accompagné beaucoup de malades. C'est dans ce cadre de caravane de santé qu'on les a trouvés. Et là, sur place, on a des médecins qui les accompagnent. Alors, il y a aussi le jardin de valorisation des plantes médicinales et la maison de l'Artémisia. Vous nous en parlez? Oui. Et encore, c'est vraiment, c'est toujours, je disais, c'est vraiment une chaîne. Donc, en parlant de cette pharmacie, la pharmacie, d'habitude, on vend des médicaments, ça s'arrête là. Mais là, maintenant, avec les jardins de plantes médicinales, on sait que pratiquement beaucoup utilisaient la médecine traditionnelle. Et les gens, il n'y avait pas de posologie du tout, du tout. Ouais. Prenez, on te donne, le matin, tu prends ça. Là, avec les jardins de plantes médicinales, sur place, on cultive du moringa, la citronnelle. Il y a une gamme de 12 plantes qu'on produit sur place, on traite, on vend au niveau de la pharmacie. D'accord. C'est surtout ça. L'idée est bonne, puisque c'est vrai qu'on a une pharmacopée traditionnelle assez vaste et efficace aussi, même si c'est vrai que certains ne sont pas reconnus par l'OMS, mais on sait, et puis nos ancêtres ont utilisé justement cette pharmacopée traditionnelle depuis des millénaires, depuis toujours d'ailleurs. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, et en regardant même, parce que même nos financeurs, par exemple, que la maison de l'Artémisia, en parlant de ça, la maison de l'Artémisia aussi, c'est le Fonds mondial de l'environnement qui a vraiment, heureusement, qui nous a orientés pour mettre en place ce projet avec la pharmacie. Accouplé avec la pharmacie, c'est le site de la pharmacie, c'est là c'était une zone d'expérimentation. On a expérimenté 12 plantes. Maintenant, on sait que ça marche très bien. On est en train de mettre en place un laboratoire aussi pour traiter ces plantes. Et en même temps, maintenant que là, on a un autre projet, c'est un autre projet pour mettre en place un village écologique. Et là, on va prendre un espace quand même suffisant pour les plantes médicinales. Et là, je vous donnerai les détails après pour le projet. Est-ce que vous auriez imaginé, lors de la fondation de l'association, que justement vous arriveriez à faire tout ça? Parce que c'est assez impressionnant quand même, tous les actes posés et toutes ces belles concrétisations. Pour dire vrai, on n'avait pas imaginé, mais on avait quand même la motivation pour résoudre un problème. À chaque fois qu'on résout un problème, on voit un autre qu'on essaie de résoudre. C'est ça, c'est vraiment une chaîne.
que les plans médicinaux, après pour le centre de santé, en vous parlant de ce centre de santé par exemple, donc on a la pharmacie, on a le jardin de plantes médicinales, on a le centre de santé. Le centre de santé est opérationnel depuis juillet 2025. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un centre de santé qui n'était pas du tout dans les normes. Ça fait plus de 10 ans. Et là, c'est aussi qu'on a eu l'opportunité de mettre en place ce centre de santé. C'est un seul financeur qui avait eu l'idée de le faire. Et je tiens vraiment, vraiment à les remercier. C'est la Fondation Suisse qui est partie de ça, la construction et l'équipement. Et juste après la pharmacie, donc c'est une histoire de confiance aussi. Donc là, je ne peux pas dire, par exemple, c'est des recettes de financement qui nous freinent. Non, on est parti de ça. Et le centre de santé, c'est presque un hôpital. Et il y a toutes les spécialités maintenant. Et je pense que des personnes viennent de plus loin que le village. Même à la capitale régionale, les gens viennent pour se soigner. De Nouakchott? Non, de Rosso. Oui, pardon. Técan, c'est une préfecture qui dépend de Rosso à 60 km. D'accord. Wow. Ouais. Et ce centre de santé, pourquoi il est opérationnel? Parce que là où les lieux là où ils étaient vraiment exigus aussi. Ça demande, et là, pourquoi pas? Bien sûr, on ne construit pas un centre de santé. Attendez, l'inauguration, c'est un besoin. Donc, pour l'instant, ils ont déménagé, ils sont dans les nouveaux locaux en attendant l'inauguration. Alors, il y a aussi les vacances solidaires. L'éco-village dont vous parliez tout à l'heure est un pôle aussi d'activité. Les vacances solidaires, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Les vacances solidaires, c'est quand même aussi parce que là, c'est pour pérenniser l'action qu'on a réalisée en Mauritanie. D'habitude, le projet, pourquoi ça ne c'est pas pérenne? Parce que les gens viennent financer un projet, à la fin de ce projet, ils partent. C'est pas ça. Nous, on va de bout en bout, comme on dit. On est toujours là, même si la fin les caravanes de santé, c'est fini. Maintenant, on a proposé une pharmacie pour pérenniser. Et là, maintenant, il y a le centre de santé, il y a ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que les projets, là, même si la fin, par exemple, le centre de santé qui sera bientôt inauguré, on va bien sûr rester là pour les accompagner. Et ça sera la même chose pour le village qui va venir. En parlant des vacances solidaires, et pourquoi les vacances, c'est la suite. Et là, c'est qu'on reçoit vraiment l'appui de nos partenaires ici. Et pourquoi pas même maintenant, il y a tout un programme qui existe. Il y a la pharmacie, il y a le centre de santé, il y a des lycées de Técan, il y a énormément de possibilités. C'est pour ça que maintenant, ceux qui nous ont financés, on a lancé l'idée pour aller en vacances solidaires. Vacances solidaires, c'est quoi? C'est travailler pour Actim une partie et bien sûr le faire découvrir la Mauritanie aux voyageurs. Et surtout, là, maintenant, il y a quand même une nouveauté, comme on dit, l'empreinte carbone, qu'on dit. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas voyager pour voyager. C'est pour ça qu'on leur propose ce voyage solidaire pour aider la population et découvrir ce qu'on fait. Alors, la livraison de médicaments par drone, alors ça, c'est une belle idée pour les régions qui sont un peu enclavées. Ça devrait se mettre en place également très bientôt. Là, on a lancé l'idée, donc ça fait une année, donc on travaille dessus. Et ce village écotouristique aussi, avec le projet de livraison des médicaments par drone, il y a certaines périodes, par exemple, en Mauritanie, surtout dans la zone où il y a un problème d'accès. Oui, à cause du climat. À cause des pluies. Même s'il n'y a pas de pluie, des fois même, il y a certains qui sont vraiment, vraiment enclavés.
Donc, c'est pour ça que l'utilité, c'est ça, quoi. Et là, il y a l'étude toute complète qu'on a faite, déjà. Et il y a aussi derrière des financeurs potentiels qui nous ont demandé de... La pharmacie, c'est vraiment un exemple, vraiment une vitrine pour eux. Donc, ils se sont dit que c'est la suite. On peut faire ça, au moins pour encore diversifier les actions de cette pharmacie. Et aller plus loin et aller vers les populations où les villages sont un peu enclavés. Mutuelle de santé solidaire, ça aussi, c'est une belle idée. Ouais, c'est toujours le maillage, comme on dit, qu'il y a la pharmacie, bien sûr, la mutuelle de santé. On peut, pour commencer, on s'est limité vraiment à l'association des femmes de Tekan. Ouais. Et là, c'est un nombre à peu près de 500 personnes pour commencer, pour les prendre en charge. Comme les mutuelles ici, hein, donc on prend en charge tous les frais. Donc là, ça commence, c'est une expérimentation, comme on l'a fait avec les plans médicinaux. Ouais. C'est une expérimentation. L'idée, c'est d'affilier tous les villages, tout le département, toute la Mauritanie. Et du coup, vous êtes un véritable héros du côté de Tekan. Quand vous y retournez, vous devez être célébré. C'est une véritable fierté, je suppose, pour vous personnellement et pour vos proches et votre famille. Non, je peux dire, c'est vraiment aussi... Je remercie, c'est un travail collectif. Hein. Pour dire, c'est pas... Vous êtes quand même la locomotive et puis l'initiateur. Effectivement, toujours c'est comme ça, il faut qu'il y ait un leader, que ça marche, mais il faut quand même aussi, il y a derrière toute une équipe qui fait ça, quoi. Donc je peux dire merci à toute l'équipe. Vous faites preuve d'humilité. Notre invité avec nous donc ce matin, Monsieur Oumar Kane, qui nous parle de son association et de l'actualité de cette association Actum qui donne un gala de solidarité, le Ghana annuel. Alors vous comprenez un petit peu les différents besoins de cette association, d'où cet événement avec au programme exposition, animation, atelier enfants, artistes solidaires, dont la star du Poulago, on va dire, des Peuls, ou en tout cas la star internationale Baba Mal qui sera sur scène avec d'autres temps forts, un défilé également. On y reviendra dans un instant. Alors vous avez un parcours quand même aussi assez impressionnant. Vous êtes ingénieur documentaliste et multimédia, c'est ça, vous l'avez été en tout cas. Vous avez reçu la médaille d'or en 2018 de la ville de Courbevoie, remis par Michel Alliot-Maris, ce qui n'est pas rien. Vous avez été coordinateur du comité des réseaux de réussite des Hauts-de-Seine, initiateur du réseau des documentalistes et archivistes en Mauritanie, responsable du centre documentation à l'ambassade de France en Mauritanie, documentaliste au centre culturel français de Nouakchott, webmaster, web designer, ingénieur documentaliste, consultant en bibliothéconomie et en informatique, responsable de projets de communication. Ça fait un CV assez impressionnant quand même, en même temps que l'implication associative. Moi, là, il y a deux choses. Le côté professionnel, ça, je ne reviens pas. De toute façon, vous avez fait un résumé, c'est très bien. Donc, ce qui nous anime, c'est surtout le côté social. Ouais. Ça, c'est très, très important. Pourquoi Baba Mal? Parce qu'effectivement, chaque année, on organise, ça fait pratiquement 12 ans qu'on le fait ici à Courbevoie. Ouais. Vous vivez à Courbevoie. Oui, là, avant, je travaillais à Bordeaux, j'étais étudiant. J'ai travaillé à Bordeaux et après, bien sûr, j'ai eu une opportunité de travailler ici en Île-de-France. C'est dans ce cadre qu'on a mis en place l'antenne de Courbevoie. D'accord. Ouais. Et oui, elle est terminée. Ouais. Et là, c'est pas pourquoi Baba Mal, parce qu'avant, il y avait quand même que chaque année, on organisait ce gala. Et il y a une chose pour nous, c'est que c'est vraiment du social. Tout celui qui vient, c'est pour aider. C'est pas, on ne signe pas de contrat. Avec tous les artistes qui viennent, c'est des artistes solidaires, vraiment solidaires. Ça, je tiens à le préciser. C'est pour ça que
Et tout le monde est tenu pour dire que comment vous faites là pour amener des Bamal. Bamal est très aussi social, comme on dit. Très investi. Très investi, donc il sait exactement aussi que les gens qui sont aussi investis comme lui. C'est pour ça qu'il s'est dit que là, c'est une occasion aussi quand même de dire, encore apporter la pierre à l'édifice, comme on dit. C'est pour aider. Et encore, la relation, c'est le Sénégal et la Mauritanie, la frontière, c'est un fleuve. Donc, comme on dit en pulaar, Maïwana Kerur. C'est vrai. Donc, tout ce qui se fait en Mauritanie peut se faire au Sénégal. Et encore, il n'y a que le fleuve qui ne sépare. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont des attaches de l'un l'autre côté du fleuve. Exactement. Et encore, il fait la même chose. Le mouvement Nanka qu'il a créé, c'est exactement nous ce qu'on veut faire en Mauritanie. Donc, travailler ensemble pour vraiment aller plus loin. C'est exactement ça. Il est d'ailleurs ambassadeur des Nations Unies contre la désertification. Donc, c'est quelqu'un de très, très impliqué dans les causes sociales et environnementales, Baba Mal, qui était à une COP, la COP 2024, en 2024, décembre 2024, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, oui. Notamment. Donc, important de saluer cela. Alors, rendez-vous samedi 8 novembre 2025, 19h. Ça se passe au centre événementiel de Courbevoie, 7 boulevard Aristide Briand. Il y a un site internet, donc actum.org, pour en savoir un peu plus et réserver vos places. Comment vous avez envie de conclure? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous suivent aujourd'hui? C'est beaucoup, mais pour résumer un petit peu, je dirais que toujours il faut oser, comme on dit. Vraiment oser. Parce que, et aussi, quand on est motivé, on peut faire énormément de choses. Travaillons ensemble, ça c'est important. Le collectif, c'est surtout ça qui est important, qui nous met en avant. Je conseille tout le monde vraiment d'être transparent et aussi de travailler avec les autres. Comme on dit, ensemble nous vaincrons. Donc, c'est exactement ça. On salue toutes les équipes d'Actum, qu'elles soient ici ou du côté de la Mauritanie. Bravo pour ce beau travail. Bravo. Actum, on retrouve toutes les informations sur Internet, www.actum.org. Exactement, actum.org. Donc là, c'est pratiquement, il y a toutes les ressources sont là. Je tiens quand même à remercier, avant de finir, on voit les images, l'association Santé Tekan. Oui. L'association Santé Tekan, c'est le relais de l'association Actum. Oui. Donc, bien sûr, on peut bien sûr aller chercher énormément de moyens. Et sur place, il faut quand même les gérer. Et c'est l'association Santé Tekan qui gère ça. Et aussi, je remercie le ministère de la Santé. Il est toujours là pour nous accompagner, pour nous aider. Le ministère de la Santé en Mauritanie. Encore, je remercie tous les bénévoles, je ne peux pas citer. Donc, merci beaucoup. Exposition, animation, atelier enfants, artistes solidaires, défilé des femmes africaines à l'honneur. Et bien sûr, pour clôturer tout ça, un concert spécial de Baba Mal. Soyez au rendez-vous, centre événementiel de Courbevoie, 7 boulevard Aristide Briand. C'est samedi 8 novembre à 19h. Merci beaucoup d'être venu, Marcane. À très bientôt. On salue toutes les équipes. Un peu de musique, on se retrouve dans un instant avec notre prochaine invité de la matinée. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Une nouvelle histoire, un nouvel invité qui nous rejoint sur le plateau d'Espace TV Europe. Nous accueillons l'artiste Lon Cassia, artiste, poète, écrivain, conteur. Merci de nous rejoindre pour nous raconter votre histoire et nous parler un petit peu de votre actualité. Vous êtes aussi slammer, c'est tout nouveau. C'est plutôt de la poésie chantée, on va dire. On va découvrir votre univers. Alors, vous êtes originaire de la République de Guinée. Vous vivez en France depuis quelques années. Vous avez pris le chemin de la littérature pour combler un vide, écrire des livres pour nous et par nous. Vous valorisez à travers vos œuvres nos traditions afin, vous dites, de réhabiliter les langues africaines et restaurer les valeurs sociales. Est-ce que ça résume un petit peu l'essence de votre travail, Lon Cassia? Bonjour. Oui, on peut dire ça, que l'écriture est venue par nécessité.
il fallait bien trouver un... Rapprochez-vous un peu du Oui. micro. Un Je disais- vecteur, on va ouais, dire. il fallait bien trouver un moyen de pouvoir restaurer nos valeurs sociales à Oui, travers la littérature, oui, sachant que depuis bon nombre d'années, on reçoit des ouvrages chez nous et parfois même des écrivains venant de chez nous qui produisent des ouvrages et qui ne parlent pas forcément de nous et s'alignent le plus souvent dans le cadre du dénigrement. Et moi, j'arrive derrière pour pouvoir recorriger tout ça et remettre la littérature sur une bonne voie en Afrique. C'est un peu ça. Alors, vous êtes défenseur de nos traditions orales, passionné de contes africains. Vous essayez de trouver des solutions pour que les Africains ne s'égarent pas vis-à-vis de leur propre culture, de leur propre identité, restaurer la conscience historique. Et vous dites une phrase qui est assez forte de sens, il n'y a qu'en Afrique que l'on s'égare. Qu'est-ce que ça sous-entend? Au fait, chaque peuple a sa façon de voir le monde, a sa façon de définir le monde. Et nous, en Afrique, on a été tellement aliénés qu'on a tendance à confondre nos traditions aux cultures étrangères. Oui, Et donc, nous ne vivons pas notre culture, nous vivons dans la peau des autres, nous vivons surtout dans la vision du monde des autres. Et oui. donc, ce sont tous ces éléments qu'il faudrait évoquer afin que l'homme africain puisse se réhabiliter et revenir à lui-même. Alors, vous êtes investi également dans dans l'apprentissage d'une co, j'espère que je l'ai bien prononcé, que vous écrivez, que vous parlez. Qu'est-ce que c'est le nko? L'UNCO, c'est un système d'écriture qui est basé sur la vocalisation surtout Oui, et qui est un parfait élément qui pourrait transcrire nos langues, quelles que soient les langues africaines, hein. Et ce système a été mis en place par le savant Kanté Suleiman, oui. qui, grâce à lui, aujourd'hui, on jouit de la transcription de la langue malinké, sans vouloir écorcher ce que nous souhaitons transmettre. Parce que il il faut en être sûr que quand on vit une réalité dans une société et que nous souhaitons peut-être la transcrire Oui. dans une autre culture, il est souvent difficile de trouver les mots justes pour pouvoir interpréter exactement ce que nous souhaitons faire passer. Et en passant Surtout les par... langues ancestrales qui sont Juste- assez compliquées, comme le poulard, justement, par exemple. bah ouais, justement, ouais. Ça n'a rien à voir avec la dinkra. Non, non. Vous vous inspirez donc de la littérature africaine, mais aussi de la musique. Vous êtes un passionné de littérature et de musique. Euh, D'où ça vous vient? Quels sont les auteurs africains qui vous ont inspiré, dont vous vous inspirez aussi? Et pourquoi la musique traditionnelle africaine est importante pour vous et dans votre travail? D'abord, je commencerai par les écrivains qui m'ont influencé. Je pense tout de suite à Cheikh Anta Diop. Euh, Oui. C'est vraiment le... Le père fondateur. Voilà, effectivement, qui nous a tous influencés de près ou de loin. Et à côté, il y a aussi des personnes comme Théophile Obenga. Oui. Quand j'ai découvert sa plume et qu'elle était beaucoup orientée vers la science, vers la géométrie, qui me passionne aussi. Et ça m'a donné une envie folle d'aller encore loin, découvrir d'autres auteurs qui sont engagés dans la même thématique, comme les Omotunde, qui nous a quittés, paix à son âme, Oui. et beaucoup d'autres, hein, beaucoup d'autres en Afrique, des gens comme... Cheikh Amadou Kane avec l'aventure ambiguë. Ouais, un petit peu. Ça, c'est un classique quand même de la littérature Ouais, africaine. ouais. Mais je suis en train de penser à un père du Burkina Faso, un grand historien. Kizerbo. Oui, Joseph Kizerbo, Ouais. justement, ouais, qui nous rappelait que il ne s'agit pas d'augmenter la vitesse de la locomotive de l'éducation, il suffirait juste de changer de rail. Donc ça reste toujours dans le même esprit dans lequel je me bats, entre guillemets. Et les proverbes aussi qui sont importants pour vous. Je sais qu'il y a pas mal de vos proverbes qu'on retrouve sur les sites de référence avec des proverbes. Et le conte aussi, vous nous en parlez, parce que derrière chaque conte, il y a Une histoire. une histoire et une... message. Ouais, oui, c'est ça. Pourquoi c'est important pour vous? Racontez-nous un petit peu qui vous a initié au conte.
Ça, c'était depuis tout petit. Ouais. Et je me souviens que j'avais une petite radio avec des cassettes où on enregistrait des bandes sonores sur des contes de chez moi, des contes traditionnels en Kissi. Et je passais tout mon temps à l'écouter. Et au fur et à mesure, en grandissant, je me suis aperçu que je transmettais ces mêmes contes, je les partageais autour de moi, mais différemment. Il arrivait souvent que je rajoutais des choses et avec du recul, j'ai compris que ça forgeait un petit peu mon imagination. Vous voyez. Et dans les contes, on retrouve Une- presque tous les éléments de la culture africaine, Ouais. notamment les proverbes dont vous avez évoqué, les histoires, La les morale. devinettes, la morale, effectivement, parce que généralement, derrière chaque conte, il y a un petit énigme qui revient Ouais. et qu'il faut bien travailler, s'en inspirer, trouver une bonne résolution pour pouvoir s'ouvrir au monde ou mieux vivre. C'est un petit peu ça. Et moi, je pense qu'à travers les contes, on peut bien restaurer toutes ces valeurs sociales qui nous importent. Vous avez par exemple une ou deux citations qui font partie qui sont vos mantras. Vous pouvez nous en citer quelques-unes, ça va nous faire plaisir. Si ça vous vient à l'esprit, bien Deux sûr. citations Ben, que vous aimez, qui vous accompagnent, d'écrivains. comme vous voulez. Armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Cheikh Anta Diop. Alors, vous considérez justement que la transmission orale est centrale dans l'identité africaine. C'est pour ça que là, que vous avez décidé de vous investir donc, dans les contes, hein, on le disait tout à l'heure, afin de réhabiliter cette transmission qui se perd. C'est le regard vraiment que vous portez sur cela. Pourtant, vous êtes jeune, on va dire que... je ne sais pas quel âge vous avez, bon, je ne vais pas vous demander votre âge, mais vous êtes jeune, mais on dirait que c'est un ancien qui parle, en fait. Oui, on a souvent l'habitude de dire que les vieux d'hier sont les enfants d'aujourd'hui. Bah oui, et Ouais. les enfants d'aujourd'hui, les vieux d'hier. Et moi, je sais pertinemment que, avec tout ce que j'ai appris à l'école, en faisant la différence avec ce que j'ai appris à la maison et en société, euh, ça fait deux discours diamétralement opposés. On m'enseigne à l'école, par exemple, que la parole s'envole et l'écrit reste. Ouais. Et derrière, je sais que l'histoire, par exemple, je prends juste un exemple sur l'épopée du Mandin. J'ai pas attendu de lire Djibril Tamsir Niang pour m'approprier de l'histoire de Sundiata ou de l'histoire du Mandin. Ça m'a été raconté oralement. Ouais. Et de la même manière, cela a été raconté à mon père ou à mon grand-père. Je l'ai reçu de la même façon, peut-être avec quelques petites modifications, mais fondamentalement, ça reste pareil. Et cette expression, je dirais même l'axiome, vient ici remettre en question euh, euh, toute cette culture, toute cette tradition qui nous appartient. Vous voyez. Et dire tout de suite que la parole n'est rien s'engage pour moi euh, si vous voulez, dans la falsification de l'histoire Ouais, africaine, ouais. parce qu'on ne peut pas ôter la littérature orale de nos traditions et de nos mémoires. C'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous permet de garder ce que nous avons de précieux, ce que nous avons comme héritage, qu'est la Alors, vous tradition. le dites très bien et vous le résumez en disant la force morale de l'Africain réside dans sa parole. Elle incarne toutes les vertus fondamentales de son identité. C'est très bien dit. Merci. Et vous militez également pour l'idée selon laquelle, mais dans nos sociétés extra-religieuses, on va dire que ce sont des religions qui viennent d'ailleurs et qu'on devrait plus s'ancrer dans notre identité ancestrale, on va dire, parce qu'à la base, on était des animistes, on va dire, et qu'il faudrait essayer de juguler entre les deux sans trop avoir de ferveur religieuse. Et pourquoi c'est important de défendre cela pour vous? D'abord, je suis pas dans la logique où il faut peut-être soutenir la laïcité en Afrique. Bon, enfin, on est dans une période où il est très difficile de s'aventurer sur le terrain religieux. Oui, Et ça me fait penser toujours à Cheikh Anta Diop qui disait au début de son ouvrage Nation, nègre et culture, dans la préface,
que la religion est une affaire personnelle. Ouais. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que la religion, pour moi, c'est tout le contraire d'une affaire personnelle. C'est assez collectif. Et admettons, par exemple, que les gens s'y mettent en accord pour aller prier les dimanches dans une église. C'est vraiment collectif. À l'inverse, l'adoration, on peut la classer comme d'ordre personnel. Vous voyez. Et nous, en Afrique, nous n'étions pas des musulmans. Nous ne sommes pas des Arabes. Nous ne sommes pas des Blancs non plus. Nous ne sommes pas des chrétiens. On avait une tradition qui est millénaire. Ouais. On a reçu vraiment une éducation venant de l'Égypte antique, peut-être même au-delà. Vous voyez, je parle de l'Égypte parce qu'elle a encore une référence ou la preuve palpable de la grandeur de l'Afrique aujourd'hui. Ouais. Mais nous n'étions ni des autres, nous étions vraiment nous-mêmes. Et le mieux, c'est de continuer à préserver ce que nous étions, parce que toutes les autres cultures sont venues généralement s'inspirer chez nous et retourner chez elles pour pouvoir se réapproprier de ce que nous les avons appris. Et si derrière, ils viennent nous apporter d'autres cultures, d'autres enseignements extérieurs à nos réalités sociales et que nous nous soumettons à cela, je pense qu'on aura quand même du mal à s'en sortir. Donc, autant rester vraiment dans nos traditions et éviter de cohabiter avec telle ou telle religion. C'est pas ça qui développera l'Afrique. Est-ce qu'on est compris lorsque l'on a ce genre de philosophie, de pensée dans justement nos sociétés ou nos pays où la religion a un poids assez fort, assez lourd? Est-ce qu'on est compris? Est-ce qu'on est incompris? Est-ce que le message passe, en gros? Difficilement. Comme vous pouvez le savoir, hein, difficilement. Mais on essaye de partager à travers justement la littérature, à travers la musique. Et petit à petit, on a encore des millions à penser ainsi. Et ça grandira, ça continuera à grandir. Alors, vous êtes enraciné dans les cultures Kissi et Maninka. Qu'est-ce que c'est? Maninka, c'est une culture de chez moi Ouais. qui vient du Mandé. Ouais. Et qu'ici également, oui, c'est une ethnie, entre guillemets. Donc, parce que D'accord. j'admets pas trop la notion d'ethnie. Ouais. Ouais. Alors, vous avez poursuivi des études de médecine à Conakry, ensuite un parcours en sciences du vivant à Nancy et en optométrie à Paris. Vous êtes professionnel des sciences visuelles et optiques. Qu'est-ce que c'est? Je connaissais pas. C'est un peu le généraliste de l'œil. Et quand vous passez chez l'ophtalmo, vous voyez différents pôles. Et il y a des professionnels qui s'occupent pour vous pour faire pratiquer la réfraction. Il y en a d'autres qui font l'orthopsie. Donc, ainsi de suite. Moi, je suis plus dans la réfraction. Et vous êtes, du coup, vous êtes médecin? Non, Non. optométriste. Or quoi? Optométriste et opticien. Ah, je connaissais pas du tout. Ouais. C'est ça le généraliste de l'œil. Et C'est vous- celui-là qui est spécialisé dans la réfraction. Et vous pratiquez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous, où ça? Qu'est-ce que vous faites? Au quotidien, oui. Ouais. C'est ce que je pratique plus, c'est ça ma profession. Oui. Alors, vous êtes écrivain, on le disait tout à l'heure. Vous avez publié 3 ouvrages, hein, il me semble. Tali, récit allégorique et initiatique. Tali, les contes d'Afrique. Tali, les yeux dans le miroir. D'abord, Tali, récit allégorique et initiatique, à travers lequel vous défendez donc justement la pensée, les pensées dont on parle depuis tout à l'heure, la renaissance culturelle et cultuelle africaine. Vous défendez donc l'idée que les cultes nous éloignent de nos essences spirituelles. Notamment, vous poussez à la réflexion sur les questions de l'existentialisme, de la croyance ancestrale, de l'immortalité de l'âme, ainsi que des traditions coutumières telles que la divination de la mère fondée sur le matriarcat. Alors ça, c'est une question qui m'intéresse dans nos sociétés qui étaient jadis matriarcales. On a vu le poids aujourd'hui du patriarcat. Vous défendez l'idée que la mère est au centre de tout. Parlez-nous un petit peu également de cela. Alors, la femme, pour moi, si on me demandait
quel genre donner à Dieu. Enfin, s'il existe. Dieu est une femme, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui crée, c'est elle qui porte la vie. Et on peut rien faire sans les femmes. Et les femmes, elles ont été toujours grandioses en Afrique. On a connu des femmes reines, à l'instar des autres sociétés du monde. Oui. Et chez nous, tout le lien maternel, il est difficile à expliquer. Oui. Et, bon, il est difficile de parler de femmes. Il est difficile. Ouais. Et justement, ça vient quoi de votre éducation? Ce sont des femmes qui vous ont accompagné, enfant? J'ai été très proche de ma mère. Ouais. Jusqu'à l'âge de 17 ans, peut-être que je fais une grosse confidence devant tout le monde. Je dormais à côté de ma maman, c'est ça? Je dormais avec ma maman. Voilà. Jusqu'à l'âge de 17 ans? Ouais. Mes amis ne le savaient pas. Ouais. Je sortais la nuit, je rentrais, et voilà, je dormais là, je passais la nuit avec ma mère. Et j'ai grandi aussi avec mes sœurs. Ouais. Donc j'ai passé tout le temps avec elles et beaucoup moins avec mes frères. Ouais. Et je pense que tout ça m'a forgé l'idée de respect vis-à-vis d'elles, puisque j'étais plus jeune et il fallait pas se soumettre réellement aux lois de droit d'aînesse, mais plutôt l'accepter comme tel, parce que notre société est faite ainsi. Oui. Qu'une personne partage la même famille avec vous ou pas, si elle est plus âgée, vous lui devez tout le respect qu'il faut. Ouais. Et donc, moi, la femme, d'abord, c'est le respect, au-delà d'être la porteuse de la vie. On va écouter l'une de vos œuvres sonores, donc issue de votre projet littérature sonore. C'est votre actualité. On va d'abord découvrir un premier titre, c'est Minuit, peut-être. Ah, Minuit. Ouais. Et puis on va se retrouver juste après pour en parler, si vous voulez bien. Loncassia, merci d'être avec nous. Merci. On regarde tout de suite. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. C'est libre, c'est authentique, vous vous octroyez une certaine liberté dans cette œuvre Minuit. Alors pourquoi ce titre Minuit? C'est quoi le message? Qu'est-ce qui se passe à minuit? Minuit, comme je le dis dans le texte, et je me réapproprie, est la tragédie du Mandé. Minuit rappelle l'histoire de Balaké, Oui. qui a fini malheureusement tué parce que le colonisateur ne voulait pas forcément qu'il reste là à côté d'une femme qui lui a chéri. Et au-delà de cette tournure, Keita Fodeba, le grand Keita Fodeba, aurait voulu transmettre l'idée anticolonialiste à l'époque, à Ouais. travers les arts, le théâtre, et d'où ce texte qui est devenu un classique de la littérature africaine, Minuit, a été interprété sur plusieurs scènes et aussi chanté par plusieurs musiciens. Et moi, j'ai à mon tour essayé de le partager de la manière la plus urbaine que possible, en adoptant un style assez classique comme vous. Vous l'êtes très bien approprié, en tout cas, vous avez bien embarqué dans votre univers. Alors, on le comprend, la littérature sonore, donc recueil qui célèbre les rites, les croyances, les héritages culturels, qui façonnent l'identité collective et explore les émotions, les questions qui touchent à l'essence de l'être humain. La vie, la mort, la mémoire, l'amour, la quête de sens, accompagné de musique traditionnelle, on l'a bien entendu. Balafon, kora, djembé, c'est tout vous, c'est toute votre histoire, c'est tout ce que vous aimez. Vous y faites passeur d'histoire, passeur de mots, passeur de mémoire. Et vous dites un hommage à la littérature orale, réflexion sur la pérennité des traditions, un monde en mutation. Alors, il y a d'autres titres, on va... Gello, on va le découvrir. Vous nous en parlez juste avant de le regarder. Oui, Gello, c'est... Gello, pardon. Gello, oui. C'est d'abord le nom du village d'où vient ma mère. Oui. Et j'ai voulu lui rendre hommage à travers ce titre,
parce qu'elle m'a toujours parlé de ce village que je n'ai pas encore eu la chance d'y aller. Et un village qui est resté à l'époque très traditionnel, où jusqu'à maintenant des rites ancestraux euh, se pratiquent. Ouais. Et au-delà de tout ça, la façon dont elle me racontait son enfance à Guélo m'a forgé une certaine imagination à pouvoir créer un certain environnement où je vois bien être l'Afrique aujourd'hui. Euh, c'est évident que ce que nous traversons avec tout ce que nous avons subi, l'Afrique a du mal à trouver sa voie. Et on a du mal même à désigner l'Afrique par une architecture. Ouais. Aujourd'hui, vous partez dans le Moyen-Orient, vous n'avez pas vous poser des questions. Vous venez en Occident, vous savez que l'environnement, ça vous parle tout de suite. C'est typique. C'est typique à leur pensée, à leur façon de concevoir le monde, de se protéger. C'est un peu ça. Si nous restons un peu dans le cadre de l'architecture, alors qu'en Afrique, on voit rien. Au fait, si ce n'est pas les cases, je ne vois pas réellement ce qui nous est beaucoup plus... Qui beaucoup, caractérise un peu ouais, l'habitat. oui, voilà. Alors que aujourd'hui, vous voyez que l'Égypte est la plus grande destination, la plus prisée aujourd'hui au monde. Et en revenant un petit peu en arrière, en se remettant dans le contexte, je veux dire, vous pouvez vous apercevoir combien de fois nos ancêtres vivaient bien, ont connu le luxe. Et Ouais. moi, j'ai essayé à ma manière de poursuivre ce travail-là en utilisant bien évidemment l'intelligence artificielle afin de créer un décor qui me correspond et redéfinir l'image de l'Afrique que je souhaiterais transmettre. Et donc, Guélo, de base, parle surtout de la circoncision, Ouais. qui est l'une des premières étapes de l'initiation à la tradition africaine. Ouais. Donc, c'est elle qui permet de statuer l'individu dans son sexe apparent. Vous voyez? Et on peut pas parler... Chez les garçons. Oui, oui, ça a existé chez les garçons. Chez les filles aussi, c'est la pas... circoncision. Enfin, voilà, Oui. là, on parlerait plutôt de circoncision féminine. Ça reste un autre sujet à débat. Ouais. Mais là, pour toujours ce grand respect à la femme, c'est des sujets auxquels moi, j'ai du mal à m'exprimer. Ouais. Vous voyez? Et je préfère parler de circoncision pour le moment, qui reste fondamentale Ouais. dans notre tradition. Il faut vraiment passer par là pour avoir accès à une certaine connaissance. Et même lorsque les autres, disons, les Grecs ou les autres peuples arrivaient chez nous, ils étaient soumis à cette épreuve-là. Les Pythagore, consorts, ils sont tous passés par là. Ils sont passés par la circoncision, ils ont passé des vingtaines d'années en Égypte en train de s'initier. Ouais. Et si nous perdons ça aujourd'hui, on perd nous-mêmes. Parce que ça part de là. C'est à travers ces rites-là que nous forgeons notre personnalité. Nous forgeons surtout notre personne humaine. Et Guélo vient renchérir cette tradition immémoriale. Bon, bah, très bien, c'est très bien expliqué. On regarde Jello tout de suite. On se retrouve avec notre invité juste après. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Jello, oui, le clip est visible sur YouTube. Je suis vraiment désolée. Oui. On avait juste on n'avait pas l'image. Ouais, c'était l'audio. Oui, vous l'avez aussi sur YouTube, bien sûr, la version en écoute. Oui. Ok, on va écouter Tchedo tout à l'heure. Alors justement sur ce projet littéraire sonore, tout à l'heure j'en ai fait un peu l'explicatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus avec vos mots au nom de la parole? Au nom de la parole. Au nom de la parole, s'inscrit dans le cadre de la revalorisation de nos traditions orales. C'est un projet
de littérature sonore qui serait aussi accompagnée d'écriture d'un livre et, et en plus d'un petit film Ouais. que je suis actuellement en train de réaliser. Et tout cela pour pouvoir célébrer l'oralité. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, le fait que notre littérature soit classée en second rang, comme quoi la tradition orale, c'est quelque chose qui pourrait facilement s'envoler. Et moi, je viens derrière montrer que c'est de la parole découle l'écriture. Et ce serait à l'écriture de fixer la parole dans le temps. Et vouloir m'exprimer en voix vient mettre en lumière un petit peu cette puissance de la parole en Afrique que moi je porte, que je défends surtout. C'est très bien dit, c'est intelligent votre propos. Je vous en prie. Il y a Tchedo aussi qu'on va regarder dans un instant. Vous nous en parlez rapidement. Oui, Tiedo, c'est celui qui dit non. Non, non Ouais. à la culturation, Ouais. non à l'aliénation. Et c'est un chant populaire qui a été adressé au grand Djankewali. Un Djankewali qui a été l'une des dernières figures résistantes de l'Afrique, qui s'est opposé carrément à l'influence extérieure, surtout à l'arabisation de l'Afrique. Ouais. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Djankewali, c'est qu'il a pensé à nous autres. Euh, Avant de se donner la mort, parce qu'il ne voulait pas se soumettre à la conversion, il a fait fuir un forgeron à qui il a légué de pouvoir transmettre la culture de la forge aux futures générations, mais aussi de garder la tradition de la circoncision. Et au-delà de ça, il a aussi préservé le sang, le djeli. Le djeli, chez nous, c'est le sang. De façon très profane, on les appelle les griots. Et donc, Djankewali a pu mettre de côté, disons, a pu épargner les djeli de cette grande bataille qu'il voyait évidemment pas de suite favorable. Et il s'était exprimé au djeli de pouvoir, de rester très loin de la guerre afin de pouvoir transmettre cette histoire, relater les faits comme cela a été aux futures générations. Et c'est quand même bien dommage aujourd'hui que quand on entend Tiedo venant des chants des griots, on a, on a plus tendance à plus ressortir cette grandeur de Djankewali qui s'était opposé farouchement à l'arabisation, mais plutôt on voit un Djankewali qui a perdu face à l'arabisation. Vous voyez. Et moi, je reviens un petit peu sur ce contexte-là. Ouais. Réhabiliter, en fait. Voilà, montrer que Djankewali, à la différence des gens comme Sundiata Keita ou les Oumar Tall ou encore les Ousmane Danfodio, ou je dirais même les Samori, qui ont perpétué du djihadisme en Afrique et un peu partout, de la côte occidentale jusqu'au centre de l'Afrique. Ces gens-là, je ne vois pas pourquoi on pourrait continuer encore à les appeler des héros. Vous voyez, donc autant s'investir dans la promotion des personnes comme Koli Tengila. Moi, je ne connaissais pas du tout Djankewali. Hein. Vraiment, vous m'apprenez vraiment quelque chose. Il faut vraiment explorer. C'était le roi de Gabou. Gabou était situé un petit peu dans l'actuel Guinée-Bissau. Ouais. Et avant lui, il y avait eu les Koli Tengila, il y a eu les Soumaoro Kanté qui sont désignés comme étant les plus grands anti-esclavagistes qui ont existé. Et donc, il faut les rendre hommage, il faut les célébrer. Les faire connaître aussi aux jeunes générations. Effectivement. Et vivre leur mémoire, pratiquer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont laissé comme héritage. Et c'est ce qui inspire Tiedo. Et le petit sucre, si vous voulez, la cerise sur le gâteau. Bah oui, c'est ça.
J'ai pu l'accompagner avec la poésie de Birago Diop. Oui, Birago Diop, qui est un célèbre écrivain en grand, sénégalais. sénégalais, bien sûr, qui nous a redéfini la mort de la façon la plus africaine que possible. Et donc, pensant que Diankewali est tombé, s'est donné la mort parce qu'il ne voulait pas se soumettre Ouais. à la, à l'acculturation. Et moi, je pleure pas en Diankewali. Je célèbre en Diankewali. Je célèbre la mort de Diankewali à travers le souffle des ancêtres qui nous fait comprendre que les morts ne sont pas morts. Non. On regarde, on se retrouve juste après. Merci. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Bravo Ah, pour merci. ce travail. Merci. Franchement, on est super heureux de découvrir ça. Merci. Donc, du coup, est-ce que vous auriez un message à passer à la jeunesse africaine ou même aux moins jeunes qui nous suivent aujourd'hui sur Espace TV Europe? Largement suivi aussi du côté de votre pays Ouais. de naissance et d'origine. Mon message serait d'inviter les gens, comme toujours, à apprendre à être le réel d'eux-mêmes. Un Africain n'est pas un occidental, il n'est pas un oriental. Et il faut surtout savoir faire la différence entre tout ce qui est tradition africaine et ce qui nous a été importé. Parce que je vais essayer de donner juste un petit exemple sur le fait que nos parents, souvent au réveil au matin, ils peuvent verser de l'eau devant la maison pour rendre hommage aux morts ou les appeler. Et ils le font sans se rendre compte parfois que c'est plus traditionnel et que cela est antagonique à ce que prévoit la religion qu'ils sont en train de pratiquer. Nous devons donc revoir vraiment notre façon de vivre et de chercher à faire un véritable discernement entre ce qui nous est propre et ce que on nous fait subir. Parce Ouais. que je vois la religion comme quelque chose comme ça. Et c'est un appel justement à la restauration de la conscience africaine, comme le clament les gens, les personnes comme Cheikh Anta Diop ou les Théophile Obenga. Et ce sera un dernier appel aussi aux Africains de se réapproprier surtout de leur langue. Parce que l'apprentissage passe essentiellement par la langue. Ouais. Moi, j'ai... Les langues qui se perdent. Effectivement. Moi, j'ai été d'une génération, peut-être même mes parents, mes grands-parents, où on a été envoyé à l'école. Vous voyez, j'ai passé plusieurs années à apprendre toto, ta tête, Vous voyez, c'était un véritable retard pour moi. Quand j'y allais, je connaissais déjà le nom de la main dans ma langue, je connaissais la tête, je connaissais toutes je pouvais nommer toutes les différentes parties du corps dans ma langue. Et avant qu'on me dise que ça c'est la tête, ça c'est la main, vous voyez. Et il m'a fallu beaucoup de temps à comprendre un peu, plus ou moins, cette subtilité de la langue française. Et ce que je veux faire passer par là, c'est que il faudrait bien que les Africains prennent conscience que plus nous nous intéressons à nos langues, plus on a facilement et rapidement accès à la connaissance. Voilà. C'est une belle philosophie. Alors, j'ai trouvé des proverbes ou en tout cas des citations qui viendraient de vous. Vous allez nous confirmer si c'est le cas ou pas. La répétition confère à la parole l'existence dans la durée. Ça vient de vous? Oui, c'est ça. Et c'est grâce aujourd'hui à cette caste, à cette famille de Djeli que cette tradition perdure. Et donc, au fur et à mesure, et plus on parle d'une chose, plus elle devient une vérité, plus elle reste. En Afrique traditionnelle, on dit l'être humain, c'est la parole, car la parole engage l'homme. Quand un Africain dit, il l'a dit. Oui. Ce qu'il a dit, il l'a dit. C'est une culture. On croit vraiment à la parole. On n'a pas besoin Enfin, la société, elle a changé, mais traditionnellement, on n'a pas besoin
que quelqu'un vienne nous signer un document pour attester peut-être une parole. Le contrat moral, le contrat par la parole. Parce que l'homme, son identité, c'est d'abord ça. Woro lona akuma kanema, en fait. Ceux qui comprennent ma langue comprendront exactement ce que je veux dire par là. C'est difficile de le traduire en français. Alors, j'imagine bien. Au nom de la parole, veillez sur ma plume. Ouais. C'est subtil aussi. Ouais. Et il y a aussi les jours sont nombreux, chaque jour a son soleil, chaque nuit a ses étoiles. Ça, c'est l'onkassia. C'est ce que ça veut dire. Ah, d'accord, l'onkassia, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Bon, bah, c'est bon, bah, super comme conclusion. Vous trouvez pas? Bah, bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ça. Où est-ce qu'on retrouve au nom de la parole? Si on veut vous suivre sur Internet, où est-ce qu'on va? Sur le compte Lonkassia. Et YouTube, vous avez Lonkassia Art. Et actuellement, je suis en train de sortir progressivement des projets que j'ai commencé à enregistrer il y a maintenant plus de 2 ans. Et au feeling, je les partage au fur et à mesure. Bon. Oui. On a passé vraiment un moment, on va dire, profond, authentique et très cultivant. Merci. Donc, merci d'être passé dans les studios d'Espace TV Europe. Ouais. Et on vous dit à bientôt. Bon vent au nom de la parole et à vos projets. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, je vous en prie. Merci à Molagui qui s'est occupé comme on va dire, un passionné, on va dire, de la réalisation ce matin. C'est toujours un bonheur de l'avoir avec nous. On va écouter un peu de musique pour terminer cette émission. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe.